Bonjour à tous. Hem, je vois que vous êtes Bonjour. déjà 12 personnes connectées. Est-ce que tout le monde m'entend bien? On a le chat aujourd'hui donc pour communiquer et poser des questions si jamais vous avez des questions. Donc aujourd'hui, nous allons parler, du sujet donc de l'optimisation des stratégies d'évaluation et de la performance et aussi, donc du sujet de la rémunération. Quand est-ce que c'est un bon moment d'en parler ou pas? Et est-ce qu'il faut en parler en même temps que cette étape, d'évaluation de la performance? Et donc, nous avons ici, à nos côtés donc, 2 experts en la matière. Nous avons Agnès, donc de Figures qui va se présenter et Valentin Lemaître, aussi manager à Factorial. Je vous laisse vous présenter. Agnès, Bonjour Victoria, merci, pour l'intro. Agnès, je suis, Head of People chez Figures, avec une casquette, experte rémunération, vu tous les sujets qu'on traite chez Figures. J'ai, un passé d'une dizaine d'années, dans les RH sur des sujets, de recrutement, de HR business partner ou de head of people plus récemment. Avec Figures, particulièrement sur les sujets de la rémunération pour, aider et accompagner les entreprises, à avoir des processus et une approche de la rémunération la plus juste et équitable possible. super, merci. Et Valentin, est-ce que tu veux te présenter aussi? Bien sûr, bonjour à tous. Valentin Lemaître, manager à Factorial, où je suis également product manager et en charge notamment du marché français et donc de tous les développements pour adapter notre produit au mieux aux exigences du marché français. Dans ce contexte-là, voilà, je rencontre notamment beaucoup de clients un peu partout en France et peux voir leur processus, comment ils gèrent le processus justement de performance en interne. Super, et bien merci beaucoup Valentin. Et donc on va commencer ce webinaire donc par parler de l'évaluation de la performance. Ensuite, on va parler un peu plus donc du sujet de la rémunération et on finira de parler un peu plus, du thème de comment un petit peu naviguer des conversations difficiles par rapport au salaire. Quand est-ce que c'est le meilleur moment d'en parler ou pas? Et on finira, donc on laissera 5-10 minutes à la fin du webinaire pour laisser place à des questions si vous en avez quelques-unes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On sera ravis de les répondre. Voici. Donc, pour commencer, comment fonctionnent exactement les évaluations de la performance, Agnès? Et quand est-ce qu'il y en a combien de fois par an? Alors c'est un vaste sujet, puisque ça va être très différent d'une entreprise à l'autre évidemment, selon les personnes à qui on parle, on va pouvoir inclure différentes choses, mais donc les évaluations de la performance, people review, entretien annuel, selon les entreprises, ça va prendre en compte, en général des critères vraiment, le plus factuel possible. En tout cas, c'est ce vers quoi on essaye de tendre. Je pense que Valentin en parlera, juste après, mais d'avoir des critères d'évaluation qui soient clairs pour les salariés, pour les managers, pour qu'à la fin, il n'y ait pas de conflit ou de désaccord, sur déjà les critères de base. Et l'objectif de tout ça, il faut garder en tête que c'est pas uniquement de mettre des notes ou après de le lier à la rémunération, même si on va en parler et que c'est important, mais c'est aussi d'aider les salariés à évoluer, à grandir, à se développer et donc du coup avoir vraiment un axe de développement de la personne au-delà de juste regarder, les chiffres, qu'est-ce qui a été fait, pas fait, et cetera. Donc il y a finalement c'est une nébuleuse un peu complexe avec beaucoup de critères à prendre en compte, et on le verra après aussi, mais qui évolue énormément avec l'évolution de l'entreprise. On parle à une entreprise de 10 personnes, à une de 100, à une de 3000. Évidemment, c'est pas les mêmes process, c'est pas les mêmes approches. Donc on pourrait généraliser à se dire qu'en moyenne, les entreprises le font, 1 fois par an. Mais en fait, il y en a qui vont faire ça en flux continu toute l'année. Il y en a d'autres qui ne le feront pas du tout au début. Donc c'est très variable également, et finalement, il faut aussi prendre en compte que c'est quelque chose qui est hyper évolutif, qui est fait pour évoluer, quoi. Donc une fois que c'est figé, il faut pas se dire, «C'est bon, j'ai fait mon process de perf review, je suis tranquille pour les 3 prochaines années». Il est fort probable que ça change énormément. Donc voilà, en tout cas, c'est mon point de vue du sujet et qui est du coup très changeant, quoi.
Valentin, je sais pas si tu as des choses à rajouter, de manière Non, générale tu sur l'as le très bien sujet? résumé. C'est vrai qu'en fait, le processus change beaucoup d'une entreprise à l'autre. Certaines qui le prennent très à cœur, qui ont des processus très, très structurés, d'autres qui le font un peu plus à la légère, d'autres qui le font depuis des années. Et puis évidemment, le niveau de la fréquence aussi qui peut varier énormément entre certaines qui le font avec une fréquence très, très régulière et puis d'autres qui se disent bon, une fois de temps en temps en se disant bon, on nous a conseillé d'en faire un et qui se lancent dans le processus. Bon, moi, je peux vous donner peut-être en interne ce que nous faisons nous à Factorial, mais c'est vrai que nous, c'est un processus qui revient tous les 3 mois à chaque fois avec bon, il est toujours assez bien cadré dans la manière de s'organiser, mais on a rarement des surprises à ces moments-là. Très bien, très bien. Eh bien, pour commencer, on va surtout, un petit peu voir quelles sont les mauvaises pratiques, quels sont les points bloquants qui arrivent souvent en entreprise et comment pouvoir les solutionner, d'une manière, facile. Je peux prendre la parole là-dessus du coup. Bah, peut-être le premier point, le plus important, c'est la manque de clarté des objectifs. Donc là, évidemment, souvent, bah, moi, c'est quelque chose que j'ai pu voir souvent en parlant à différentes entreprises, enfin des PME essentiellement, mais c'est vrai qu'on donne des objectifs assez généraux en disant, il faut, améliorer, les chiffres ou et cetera, mais sans donner un objectif, clair. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est assez compliqué pour le salarié pour se dire: «Mais qu'est-ce que je dois faire, en fait, pour atteindre cet objectif, pour pouvoir, être augmenté, pour pouvoir passer à une autre étape ou pour pouvoir avoir l'évolution que je souhaite. Donc là, avoir des objectifs très clairs, divisés par, section en disant: «Bon, bah, niveau communication, voilà ce qu'il faut faire, en fait, ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'on peut considérer comme niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ensuite niveau, développement commercial, bon, bah, quelles sont les différentes étapes et comment je peux les atteindre?» Ça, c'est vraiment hyper important. Et je ne sais pas si Agnès, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, après ce qui est intéressant, c'est que tu parles déjà de niveau et de découper les compétences et cetera et je pense que du coup, on arrive déjà aussi dans une structure qui demande quand même pas mal de temps de mise en place, avant de se Bien sûr. dire, la communication d'un niveau 1 c'est ça, d'un niveau 2 c'est ça, d'un niveau 3 c'est ça. Il y a plein d'entreprises, je pense, qui devraient aussi déjà commencer par se dire: «Bon, bah, la communication, qu'est-ce qu'on attend de manière générale?» et ensuite de le découper. Mais c'est vrai qu'encore une fois, enfin, j'insiste souvent là-dessus, mais en fait, c'est un process qui met vachement de temps à mettre en place, parce qu'on va le voir après, mais il y a besoin de beaucoup détailler finalement, bah, les objectifs, ce qu'ils veulent dire, puis ensuite de former les managers et les gens sur comment on les évalue, et donc encore une fois, c'est selon l'entreprise et le stade de maturité de l'entreprise, il y a différentes façons de l'aborder, je pense, Non, complètement, complètement. J'avais pris un peu un cas, ouais. Ouais. vraiment où le processus serait très développé, préparé depuis des années et Mmh. cetera et peut-être sur des entreprises un peu plus de taille plus conséquente, qui peuvent en Ouais. fait aussi segmenter en fonction, des emplois. Mais c'est vrai que pour les plus petites entreprises de 10-20 salariés, il y a des choses plus simples en général qui sont Ouais. mises en place. Ouais. Ensuite, voilà, bien, on biais de l'évaluateur, donc ça aussi, c'est un point assez important. Mais en fait, si on n'a pas des objectifs clairs, en fait, et qu'on ne peut pas, hem juger objectivement en fait, la performance d'un de nos collaborateurs, en fait, on tombe facilement dans des biais. Donc est-ce que le collaborateur a atteint ses objectifs? Bah, si on ne connaît pas précisément ses objectifs, que ce n'est pas chiffré, bah, là, on peut facilement dire oui ou non, un peu à la tête de l'emploi en fait, si la personne a atteint et donc là, en fait, si on doit déterminer ensuite les étapes qui vont suivre à partir de ça, c'est vrai que ça peut poser de gros problèmes. D'où l'intérêt justement d'avoir des processus, bien préparés et très clairs. Mmh. Et puis enfin, bah, manque de feedback constructif. Donc évidemment, l'objectif final, c'est évidemment la performance de notre salarié. C'est pas seulement bah, pouvoir lui donner son augmentation, etc. Mais évidemment, bah, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer par la suite. Et il faut que ça aille dans les deux sens, évidemment. Donc l'idée, c'est que moi, en tant que manager, je puisse dire à mon salarié qu'est-ce qu'il va pouvoir améliorer, sur quoi il va pouvoir travailler. Mais inversement, lui, il peut me dire, bon, bah, voilà ce que je n'ai pas aimé de toi en tant que manager, alors toujours de manière constructive, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer également dans le processus. On peut très bien se dire aussi, bah, tiens, le processus, bon, c'est nouveau notre processus d'évaluation de performance. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses et comment tu l'aurais fait. Ça, c'est quelque chose qui peut aller dans les deux sens, justement. Un point qui pour moi englobe un peu finalement, les 3, mais qui reste très critique dans ce process-là, c'est finalement toute la communication qu'on met autour. Parce que un process qui est enfin, un système d'évaluation qui est pas très bien communiqué, ça enfin moi je pense qu'un des pires cas que j'ai pu voir, c'était,
un salarié qui dit: «Mais pourquoi on m'évalue là-dessus? J'étais même pas au courant, que c'était mes objectifs». Donc alors, si on sait déjà pas que c'est ça l'objectif, pour le comprendre, c'est encore plus compliqué, ou que du coup comprendre d'où vient le feedback, pourquoi, c'est cette personne qui le donne et cetera. Mais donc ouais, je pense que de la clarté sur le process en tant que tel, les objectifs, qui, quand, comment évalue et cetera, c'est quelque chose qui doit être fait et anticipé. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont se dire, et je pense que c'est aussi un biais, pour plein de sujets, côté RH, mais on passe des semaines à construire notre process, à le documenter et cetera, et ensuite on l'envoie à tout le monde en se disant: «Bah, c'est logique, c'est clair, tout va bien». Mais en fait, on se rend pas compte que nous, on n'a pas nécessairement le même, enfin, que tout le monde n'a pas le même niveau d'information que nous, que tout le monde ne sait pas forcément d'où tout ça vient et pourquoi on le fait et cetera. Donc c'est quelque chose qui se prépare encore une fois, ne serait-ce que dans le process, et qui se lance pas une semaine avant le démarrage, quoi. Ouais, super intéressant, Agnès. C'est sûr que même pour les employés d'avoir des objectifs, très clairs, c'est ça qui te motive et qui t'aide aussi à te donner une direction. Hem et au donc on peut parler du point bloquant, un des points bloquants les plus forts, c'est donc le manque de data pour prendre une décision. Hem, je pense que Valentin, tu peux étendre sur ce Ouais, point? bien sûr. Donc là, évidemment, pour, comme ce qu'on disait, un problème qu'on peut avoir, c'est avoir le manque de critères objectifs, en fait. Et donc là, ça vient souvent d'un manque de données. Si c'est pas chiffré, en fait, enfin, qu'on ne peut pas mesurer ma performance, si on ne peut pas dire, bah oui, donc là, j'ai atteint tel objectif en termes de communication, je n'ai pas atteint ces objectifs. Si on n'a pas toutes ces données-là, et on puisse pouvoir les traquer depuis, disons, l'année dernière ou il y a 2 ans, etc., et voir son évolution, bah, évidemment, c'est extrêmement difficile de prendre des décisions objectives. On peut avoir en fait un biais dans le sens où on va prendre en compte, bah, ce qui s'est passé depuis une semaine ou 2, ou par exemple ça se passe très bien avec mon salarié, ou au contraire ça se passe très mal. Moi, j'ai eu un petit conflit au bout de 2 semaines. Mais évidemment, il faut prendre en fait, enfin, faut regarder de manière globale tout ce qui a pu se passer depuis. Alors si on le fait une fois par an, bah, c'est vrai sur toute l'année. Donc là, en fait, on n'y coupe pas de regarder mois par mois, an par an, en fait, quelle était l'évolution justement des données de performance de mon collaborateur. Donc ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être le nombre de ventes, le nombre de recrutements, sur quelle échelle je me trouve sur mes niveaux d'autonomie, etc. Et donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut réussir à récupérer, en fait, d'une manière ou d'une autre, et comparer. Ouais, je pense qu'en plus, au-delà de la façon dont on orchestre ça dans le process, c'est aussi un peu une responsabilité après, de la part du manager ou même des RH qui suivent le process, d'aller un peu pousser les gens à donner du feedback le plus factuel et précis possible, et encore une fois, bah, d'avoir les bons objectifs au départ, mais aussi d'aller un peu challenger, quoi, de se dire, «Ce feedback, il est pas forcément très utile ou très intéressant parce que, bah, j'ai pas de data, j'ai pas de faits, je sais pas sur quoi ça se base». Je peux donc pas en faire grand-chose, donc je vais aller peut-être voir la personne pour creuser, pour mieux comprendre et cetera. Même si évidemment, si à la base le process pousse déjà les gens à faire ça, c'est parfait. Malheureusement, je crois que dans la réalité, il y a toujours quand même, besoin d'un petit peu aller recadrer à un moment ou à un autre. Mais ou alors Mmh. peut-être que j'ai pas eu de chance, mais en général, j'ai l'impression quand même qu'il y a besoin d'un peu de de guidance, de guider un peu les Mmh. gens dans ce process-là, quoi. C'est ça. Puis c'est également, voilà, des Et problématiques et de et pardon, je t'ai coupé, Victoria. non, non, je voulais poser une question. Et quelle est la meilleure, pratique pour justement, collecter ce data? Est-ce qu'il faut le faire, en tant que manager ou en tant que RH? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire, directement? Par exemple, s'il y a eu, enfin, est-ce qu'il faut l'écrire directement quelque part, ou est-ce qu'il faut, quelle est la meilleure pratique, en temps, ouais. Bon là, il y a pas une technique absolue, je dirais, mais il y a plusieurs manières de faire. Bon, si on s'aide évidemment si tout est informatisé, on va dire, et qu'on arrive à récupérer ces données de, combien de deals j'ai réussi à closer ce mois-ci, ou si j'arrive à facilement à récupérer, l'information, enfin, si j'ai dans mes logiciels ces données-là. Donc il y a beaucoup de logiciels aujourd'hui qui permettent justement de récupérer, des données, que ce soit, HubSpot ou des CRM, etc. On peut avoir toutes ces données-là. Et donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est un objectif de transparence avec son salarié, parce que s'il a également accès à certains de ces rapports, bah, il n'y aura pas de surprise pour lui, en fait. Il ne va pas arriver à son performance et se dire: j'ai pas atteint mes objectifs ou je les ai atteints. Il le saura déjà avant. Donc là, on n'a pas de mauvaises nouvelles réellement à lui annoncer. D'accord, OK, très bien.
Et donc, pour avancer aussi, donc un autre point bloquant important, c'est le manque d'expérience et des connaissances du processus. Très souvent aussi, il y a des managers qui n'ont pas assez d'expérience et qui sont pas, voilà, qui ne connaissaient pas bien le processus et donc du coup, ça fait des blocages et donc c'est compliqué. Complètement, parce que ce que disait Agnès tout à l'heure, en fait, hein, c'est que c'est un processus qui prend du temps, il faut le préparer, en fait, il faut que ce soit cadré. Et donc là, il faut aussi également l'assimiler, en fait, enfin, le prendre pour soi et se dire, bah, voilà, c'est le processus qu'on va avoir. Si je veux évoluer tous mes collaborateurs de manière objective, il faut que je regarde des critères objectifs. C'est pas parce que je suis ami avec un peu plus avec un autre. Et donc, évidemment, il faut se l'assimiler, avoir préparé ces chiffres, hein, évidemment, avoir tout prêt. Et puis au moment où on évalue, donc selon la manière qu'on a de l'avoir, se dire bon bah je remplis simplement des cases en disant bon bah voilà là on est sur un 70%, là un 80%, là je coche 4 cases sur 5, etc., etc. Bon en fonction des différents critères qu'on aura établis. Mais effectivement voilà donc là c'est plutôt un enjeu un peu au sommet de la hiérarchie, hein, je dirais, peut-être en haut des RH pour pouvoir justement faire en sorte que, tous les managers aient assimilé ce processus-là, mais je dirais également les collaborateurs, en fait, qui comprennent que, il y a des objectifs, qu'on ait une communication, claire et transparente là-dessus, qu'il y a des objectifs, voilà quels ils sont et puis on prendra une décision basée là-dessus, disons que si on atteint un certain niveau, on passe les niveaux ou non. Mais donc là, c'est très important d'avoir justement cette communication-là bien en amont, évidemment, du moment de la performance. On ne peut pas dire: «Bon, dans 3 mois, il y aura une évaluation de performance et puis bon, débrouillez-vous avec ça». Et encore dans 3 mois, c'est déjà pas mal, c'est c'est pas mal de communiquer autant en avance, mais effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a un côté de préparation qui est vraiment non négligeable, d'éducation sur le process, de même ne serait-ce que pourquoi c'est important, comment ça s'inscrit dans la culture de l'entreprise aussi peut-être. Je sais que typiquement, nous chez Figures, le process, il est très, adossé à une de nos valeurs qui est, Radical Candor, où voilà, on part du principe qu'on veut que voilà, les gens, donnent au maximum de feedback, à leurs pairs, à leurs managers et cetera. Et donc, enfin, le process est très transparent, très ouvert, mais de bien expliquer finalement de où tout ça vient et pourquoi on le fait de cette manière-là et cetera. Et comme je disais tout à l'heure aussi de bien se partir du principe qu'en fait, c'est évolutif. Donc, encore une fois, si je prends notre exemple, nous, on a commencé à faire des perf reviews l'année dernière quand on était 20. La première itération, c'était bêtement fait avec Notion, de récupérer du feedback et pour les managers d'avoir un écrit quelque part. Ça aurait pu être fait même par email, par le passé. Moi, c'est ce que je faisais, ce que j'ai eu fait. C'était un peu casse-pied, mais ça marche aussi. Et petit à petit, de faire évoluer le process, de le rendre plus robuste, plus scalable au fur et à mesure que l'entreprise grandit, potentiellement d'avoir un outil pour s'aider aussi, dans le process, pour automatiser un maximum, des tâches, encore une fois, de toujours, former ses managers à comment ils lisent les feedbacks qu'ils reçoivent, comment ils écrivent leurs propres feedbacks de manager, comment ils débriefent leurs équipes, pour que le meeting soit pas juste une bête restitution, mais qu'encore une fois, on pense au next step, on pense à un plan d'action pour s'améliorer et cetera. Donc en fait, je pense que c'est un process qui, au moins, à minima, une fois, dans l'année, doit être revu. Et après, si en plus, on en arrive à un stade où, comme vous faites, chez Factorial, vous faites tous les 3 mois, ce que je trouve génial parce que pour le coup, je pense pour moi, le but ultime, c'est de se dire qu'en fait, c'est fait en continu toute l'année et qu'il y a pas vraiment un process de perf review à un moment, mais que c'est quelque chose qui est constant. Mais du coup, dans ces cas-là, c'est revu, de manière hyper régulière, quoi. Donc, ça demande quand même pas mal de temps de maintenance, formation, accompagnement pour que le process vive et s'améliore, quoi. Non, complètement. Et là, bon, je peux donner un peu d'expérience personnelle, mais c'est vrai que quand je suis passé manager ici à Factorial, en fait, on avait une formation justement, en fait, tous les managers sur comment gérer ces moments-là. Et donc, il y avait, alors, bon, évidemment, de la gestion de conflits, moi, je crois qu'on en reparlera tout à l'heure, mais il y avait également comment fonctionnent les entretiens de performance et comment j'en communique avec nos collaborateurs. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on fait en interne, mais c'est vrai qu'on a ces entretiens de performance tous les 3 mois, mais ça ne veut pas dire qu'on attend une fois tous les 3 mois pour donner nos retours à notre collaborateur. Au-delà de ça, nous, toutes les semaines, on a ce qu'on appelle des one-to-one, donc c'est-à-dire un petit rendez-vous avec chacun de nos collaborateurs qui va durer entre une demi-heure et 1 heure en fonction de chaque manager. Et en fait, là, à ce moment-là, on va déjà donner du feedback, hein, et le salarié peut demander, tiens, qu'est-ce que tu penses de cet objectif que tu m'as fixé pour dans 3 mois? Bon, où j'en suis? Est-ce que tu penses que je suis sur la bonne voie? Et est-ce que tu penses que mon objectif sera atteint d'ici 2 mois, au moment où on fera l'entretien de performance? Donc ça, c'est des formes de choses qu'on a eu comme formation, nous,
en tant que manager et qu'on peut communiquer hebdomadairement, hein, enfin toutes les semaines avec nos collaborateurs pour leur dire là on est sur la bonne route, là il y a des choses à améliorer, et comme ça il n'y a pas de surprise à ce moment-là en fait. Ouais, exactement. La formation, c'est super important aussi pour constamment avoir voilà, des meilleurs processus et surtout aussi ouais, des évaluations aussi constantes qui aident aussi l'employé, je pense, à rester motivé et à avoir voilà, un feedback assez continu. Donc, en fait, un best practice, ça ressemblerait à quoi exactement pour une évaluation de la performance exactement? Donc déjà, voilà, ça va être la transparence sur quoi la personne va être évaluée, sur s'il y a une grille, quelle elle est, enfin quelle va être la grille, et c'est à quel moment il va être évalué et qu'est-ce que ça va impliquer derrière en fait. Donc là, on peut faire des grilles de salaire si on veut, etc. Mais c'est hyper important d'être transparent là-dessus. Et ça permet moi de me projeter, de me dire, de me faire un peu un autodiagnostic en fait, et de me dire oui, je suis sur la bonne voie ou non. Et après, évidemment, on en discute pendant nos rendez-vous hebdomadaires. Donc là, ce qu'il faut faire, évidemment, voilà, c'est avoir des objectifs clairs et spécifiques. Ça ne peut pas être quelque chose de trop général. Et c'est vrai que, je l'avais vu sur d'autres entreprises où j'avais travaillé par le passé en me disant, mais ah oui, mais là, tu n'es pas performant de manière générale, et on ne me disait pas ce qu'il fallait absolument améliorer. Et donc là, évidemment, on peut subdiviser et dire, bon, ça, cette partie-là, ça fonctionne bien, je n'aurai rien à redire là-dessus. En revanche, là, j'ai trouvé qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et donc là, en fait, mon objectif, il va être très clair. Il faut que tu communiques beaucoup plus, ou disons peut-être une fois par semaine, ou que tu prennes en autonomie, c'est-à-dire que arrêter d'aller ici ou là, etc., etc. Et donc là, des objectifs clairs à atteindre. Derrière, formation des évaluateurs, c'est ce que je mentionnais. Donc là, évidemment, quand une personne passe en tant que manager ou si c'est un processus nouveau, hyper important qu'ils assimilent tout le processus. Comment on va évaluer une personne, et pas en fait pour que, quel que soit le manager, en fait, on soit plus ou moins arrivé sur la même évaluation en fait, que ce soit moi ou une autre personne, on mettra toujours 4 sur 5 à cette personne-là, parce que ce sont des critères objectifs. Et donc là, que les formateurs aient bien compris comment fonctionne les évaluateurs, pardon, aient bien compris comment fonctionne ce système est absolument clé. Puis enfin, voilà, un processus défini, clair, évidemment qui ne va pas changer tous les 3 mois, parce que c'est évidemment, si on assimile un système et on en change 2 mois plus tard, bon, ça n'a pas vraiment de valeur. Donc évidemment, en fait, il y avait ce système, on en parlait tout à l'heure, en fait, de récupérer les données et de pouvoir voir l'évaluation. Mais évidemment, en fait, si le processus se change, on n'évalue plus sur les mêmes choses, les données que j'avais il y a 2-3 mois ne sont plus forcément pertinentes et ne me permettent pas de me dire, oui, c'est mieux ou c'est moins bien qu'avant, puisque l'évaluation est désormais différente. Donc c'est vraiment, si on a un corps de métier, en fait, on a un système d'évaluation, des critères qu'on établit vraiment en avance et qu'on va pouvoir retrouver d'évaluation en évaluation, et sur lequel je vais pouvoir comparer mon salarié en me disant, oui, tu t'es bien amélioré depuis la dernière fois. Je peux le voir clairement, parce que la dernière fois, je l'avais évalué à 7 sur 10, c'était ce critère-là, et puis maintenant, on arrive à un 10 sur 10. Donc pour moi, tu mérites ton augmentation ou de changer de poste, tout simplement. Super. Et ben, nous avons aussi une question de Mathilde et je pense que ce serait peut-être un bon moment pour y répondre. Donc, le one-to-one doit se faire tous les combien de temps idéalement? Est-ce qu'il y a une best practice par rapport à la fréquence de ce one-to-one? Ouais, alors bon, nous en interne, on le fait toutes les semaines. Il y avait une autre entreprise qui le faisait toutes les semaines. Alors j'allais dire, c'est peut-être dû au fait que dans les deux cas, ce soit des entreprises technologiques, hein, de ce qu'on appelle communément des startups, hein. Je sais que c'est assez fréquent dans les entreprises jeunes où on a besoin justement d'avoir un contact assez proche avec ses collaborateurs. Après, je pense pas qu'il y ait de règles. Toutes les 2 semaines, ça peut être bien. Également la durée, donc c'est à vous de voir, en fait. Donc ça, c'est un processus qui peut également être cadré. C'est vrai que là, j'avais un peu tout connu, mais pendant les one to one, donc il y avait parfois c'était juste des discussions informelles, on parlait un peu de tout et de rien. Et puis j'avais connu un peu l'inverse où c'était très structuré en disant: «Bon, on va parler d'abord. Qu'est-ce qui va pas? Puis, ce dont moi je te donne du feedback, puis toi tu me donnes du feedback, et puis on parle un peu de l'évolution de ton objectif semaine par semaine». Donc là, on est, le 14 du mois, donc je vois que tu es arrivé à la moitié de ton objectif. Qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre l'autre moitié de ton objectif? Donc ça peut être également ce moment-là. Ça, c'est vraiment à vous de déterminer. Donc un one-to-one, pour moi, dure entre une demi-heure et 1 heure. Et si on a le temps, on le fait toutes les semaines. Donc ça va également dépendre de combien de personnes on gère. Si on gère 20 personnes, c'est clair que si on dédie 1 heure toutes les semaines à chaque personne, on n'a plus tellement de temps pour faire d'autres choses. En revanche, si on a des petites équipes de 2-3 personnes, c'est beaucoup plus facile d'en organiser un toutes les semaines. Mais voilà, c'est le rythme que je Je comprends. donnerais pour ceux qui adopteraient cette organisation.
Ouais, je pense que c'est aussi très variable en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Il y a des gens qui ont plus besoin que d'autres ou qui vont, processer les choses de manière différente, donc auront besoin de discuter plus régulièrement. L'important, c'est justement de s'adapter à la personne qu'on a en face, mais effectivement, à minima 1 semaine sur 2, c'est quand même pas mal d'avoir un point, juste pour être sûr que s'il y a des choses à traiter, on puisse les traiter. Mais c'est très variable, ouais, je pense, d'un manager à l'autre, d'une entreprise à l'autre, d'une personne managée à l'autre, il y a plein de critères à prendre en compte. C'est Mmh. vrai qu'à titre Ouais. personnel, j'aime bien en avoir, toutes les semaines. C'est vrai que bon, j'avais, des personnes qui avaient un peu plus de difficultés ou qui sont plus nouvelles. Dans ce cas-là, on va essayer Mmh. plutôt de le faire, 2 fois par semaine, où on va pouvoir, bon, faire des points très réguliers, même si c'est plus court, hein, juste une petite demi-heure pour voir, bon, bah, tiens, jusqu'à la moitié de la semaine, sur les 3 premiers jours de la semaine, qu'est-ce qu'on doit Mmh. faire? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Et puis la deuxième moitié, on fait un petit débrief et ainsi de suite. Mais après, voilà, il y a des personnes qui sont beaucoup plus autonomes et dans ce cas-là, bah, on se voit une fois toutes les 2 semaines. Mais là, c'est à établir en fonction des personnes. OK. Super. Et donc maintenant, comment on peut lier donc la discussion d'évaluation de la performance et de la rémunération? Est-ce que c'est 2 choses qui vont complètement ensemble ou est-ce que c'est, des discussions qui devraient, avoir, lieu à part? Donc je pense que c'est un thème très intéressant, auquel, je vous laisse répondre. Bah, on va rentrer dans les détails sur certains sujets, mais en tout cas, pour moi, c'est 2 sujets qui sont intimement liés, mais pour autant qui doivent coexister sans être, traités au même moment, heu, sinon l'un va forcément biaiser l'autre d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'en termes de performance, de revue de performance, il y a déjà énormément de sujets à couvrir, que ce soit justement, les objectifs, les plans d'action, le potentiel de la personne, ses compétences et cetera. Si en plus on rajoute la rémunération par-dessus, ça fait un sujet de plus et surtout c'est 2 sujets qui sont, liés, c'est inévitable, mais tous les 2 très émotionnels pour les gens. Donc le plus on va les séparer et les rendre, encore une fois objectifs, le plus ce sera facile à gérer, je pense. Complètement là, c'est vrai que, c'est beaucoup de personnes ne sont vraiment pas à l'aise, hein, pour parler de ce processus et donc ce qui aide justement, c'est d'avoir ces critères objectifs dont on parle pendant l'entretien de performance en disant, pour le salarié, en fait, ça lui donne les armes pour dire, «Oui, bah, regarde, j'ai atteint, 9 de mes 10 objectifs, c'est ce que je pense pouvoir le mériter». Puis justement le manager peut défendre sa position ou dire: «Oui, très bien, moi je suis d'accord» ou «Non», justement et donc justement lier les 2 en fait, enfin, c'est pourquoi on n'en parlerait pas, en fait, ça serait plutôt la question. Donc là, évidemment, c'est un moment justement dans le processus qu'on peut intégrer en disant, bah, justement, si on a atteint telle ou telle performance, en fait, on peut passer à la catégorie supérieure et donc augmenter la rémunération et donc là, il y a pas de surprise, on détache un peu l'émotionnel également de ce moment-là et ce qui rend les conversations plus faciles. Et comment on peut détacher la partie émotionnelle, exactement, est-ce qu'il y a des manières de pouvoir détacher cette partie émotionnelle, Ouais, justement, donc là, bon, c'est vrai que c'est très délicat, hein, pour beaucoup de personnes, même pour moi, mais justement, si on a des critères objectifs, c'est pas: «Bah, tiens, je veux être augmenté parce que j'en ai besoin ou parce que je pense que je le mérite ou parce que ça fait longtemps». Mais simplement, je vais pouvoir en fait, si justement on m'a cadré, justement, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je dois atteindre et qu'on a fait un suivi régulier, justement, bah, on peut très bien se dire: «Bah, oui, moi j'ai atteint, là, vous m'avez dit que pour avoir mon augmentation, il faut que je fasse, tel objectif, tel objectif, tel objectif, j'ai tout atteint, donc il n'y a pas de raison que je n'atteigne pas, que je n'ai pas un changement de rémunération ou de changement de poste, en fonction de ce qui était recherché. Et donc là, il n'y a pas de surprise. Moi, ça me j'ai pas d'autres arguments à montrer et puis également, bah, si on doit dire oui ou non, nous, en tant que manager, bah, on peut également se baser sur des seuls objectifs et dans ce cas-là, en fait, il y a pas de conflit, on va dire, en tant que tel, enfin, pas plus que ça, et ça rend les discussions, les négociations, en tout cas, beaucoup plus faciles. Ouais, je pense que sur les 2 sujets, la structure et encore une fois, le fait d'être le plus objectif possible, donc grâce à des objectifs, des chiffres, des faits et des choses vraiment très claires, ça évite l'interprétation quoi, finalement, de se dire: «Ah bah, je pensais qu'un senior c'était ça». Bah non, en fait, un senior c'est, tel et tel, critères qui sont déjà définis, tu les remplis ou tu les remplis pas, mais on évite l'interprétation autant du point de vue du manager qui peut, pour une raison X ou Y, savoir exactement ce que fait la personne, bien aimer cette personne, un peu moins aimer celle-là ou ce genre de choses, que du point de vue du salarié de se dire: «Ah, j'ai trop bien taffé ce quarter, c'est sûr je vais avoir ma promotion». En fait, non, il sait exactement ce qu'il doit regarder, est-ce qu'il l'a fait ou est-ce qu'il l'a pas fait. Donc je pense que le la structure, encore une fois, c'est ce qui peut
au maximum dédramatiser et rendre la discussion un peu moins émotionnelle. Et après pour le côté, séparer les 2 sujets, il y a pour moi, il y a un aspect où si on mélange les 2, la personne s'attend nécessairement à se dire: «Ah, c'est ma revue de performance, donc je vais avoir mon augmentation» et donc finalement, elle va probablement pas du tout écouter tout ce qui est dit avant, oublier complètement qu'on lui a donné des axes d'amélioration ou qu'on lui a dit aussi qu'il y avait des choses positives. Elle va juste se concentrer sur: «Ah cool, j'ai mes 5 d'augmentation» ou «Oh non, j'attendais 5 et j'ai eu 2». Mais donc au final, tout ce qui a été dit avant aura été oublié. Donc quelque part, de vraiment séparer et du coup un peu physiquement séparer les 2 réunions en mettant dans le calendrier 2 points différents, 2 process à des périodes différentes et cetera. Ça permet vraiment que la personne se concentre sur: «Ça, c'est ma revue de performance, je sais ce sur quoi je dois travailler, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai moins bien fait et c'est tout» et 1 semaine, 2 semaines, 1 mois plus tard, comment ça impacte ma rémunération? OK, je sais où j'en suis, je sais pourquoi, c'est bien ou pas bien ce que j'ai fait, donc ma rémunération est des fois, c'est hyper difficile parce qu'évidemment, quand on dit à quelqu'un, «Tu pas atteint les attentes, je suis pas content du tout» et cetera, forcément la personne va un petit peu se projeter et va se dire: «Ah bah, ça veut dire que du coup, je vais pas avoir d'augmentation». On n'a pas nécessairement envie de la faire attendre et cetera. Mais en tout cas, de séparer encore une fois au maximum dans la mesure du possible ces discussions-là, encore une fois, juste en séparant les process en termes de temps, ça permet de concentrer les gens sur ce qui est important, en fait, quoi. Sinon, on oublie très facilement. Ouais, ouais, c'est super, super intéressant de voir que c'est vraiment 2 processus qui peuvent, voilà, qui sont quand même assez distincts pour pas pouvoir biaiser aussi, la conversation directement sur le salaire. On a une question très intéressante de Salomé. Je ne sais pas si vous voulez y répondre tout de suite, mais, je pense que ça peut être intéressant de l'aborder. Vous parlez de négociation de salaire. Comment gérez-vous ce processus lorsqu'il ne s'agit pas d'une négociation, mais d'une décision managériale d'entreprise? Ouais, pour moi, tout ça, c'est justement pas des négociations. Plus on va avoir une structure en place, un système et on pourra en parler plus tard sur quels sont les critères de ce système-là, mais plus ça va être, structuré, moins on va, rentrer dans un système de négociation. Donc si on décide qu'on base les augmentations de salaire sur la performance, sur le mérite, on va avoir des scoring, des notes d'évaluation de performance et ces notes d'évaluation de performance couplées à d'autres critères potentiellement, vont résulter, dans, une augmentation. Donc au final, encore une fois, c'est à 2 moments différents, pour moi et on peut y venir tout de suite, mais, pour moi, on peut prendre en compte différents critères comme, le positionnement sur le marché ou le positionnement dans une grille de salaire, si on a une grille de salaire et d'avoir quelque chose de très factuel, de dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, tu es aux attentes, tu es payé au marché, donc ton augmentation, c'est tant». Et au final, encore une fois, c'est à 2 moments différents parce qu'on veut que les gens se concentrent sur leur revue de performance au moment de la revue de performance. Mais au moment où on a la revue de salaire, c'est factuel, c'est pas une négociation, le système est tel quel. Je t'ai communiqué comment le système fonctionnait, les critères que j'avais pris en compte, donc voilà ton augmentation. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions à la règle. Il y a des règles pour avoir des exceptions, je pense. Mais le but du jeu, ça va être vraiment de dévier le moins possible d'un système, qui soit, carré et défini. Typiquement, par le passé, chez Criteo, on avait ce genre de système-là et on mesurait vraiment le pourcentage de cas où on déviait de la règle et de se dire: «Ben, on n'a pas plus de 10 d'ajustement manuel», pour éviter justement que les gens puissent remettre en cause le système et c'est vraiment de se dire: «Bah, il y a un système, c'est le même pour tout le monde, le calcul, il est fait de la même manière pour tout le monde et donc il y a une petite marge de manœuvre mais le reste du temps, il y a pas de raison que je remette en cause la façon dont ça a été calculé». Donc pour moi, les négociations, moins il y a de négociations, mieux tout le monde se porte, moins il y aura d'inéquité aussi. Ça évite les biais de machin a demandé plus fort que, bidule et du coup il a plus. Ça évite les inégalités, hommes-femmes à un moment ou à un autre parce que souvent on constate que les hommes demandent plus que les femmes, et qu'en plus, quand ils demandent tous les 2, on a tendance à plus souvent donner satisfaction aux hommes qu'aux femmes. Donc, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, mais un process, un système, une structure, ça évite, les discussions compliquées, ça évite les inégalités, pardon. Donc voilà, j'ai un peu pris d'avance sur, ce qu'on avait prévu de traiter, mais, pour moi, ça répond à la question, j'espère. Non, mais super, on rentre, directement dans le vif du sujet et je pense qu'aussi il y a une autre question qui est intéressante, c'est comment ne pas biaiser l'évaluation des performances, à cause du budget. Donc, certaines compagnies ont des budgets plus limités. Comment on peut ne pas biaiser justement, cette évaluation de la performance, et ne pas, discriminer, les employés?
Ouais. Effectivement, le budget, ça enfin, encore une fois, c'est lié. On peut difficilement se dire qu'on fait, une perf review, sans, objectif, puis sans, une comp review sans perf review, une comp review sans budget. Donc, tout ça, c'est lié, c'est inévitable, mais ça peut se préparer en amont. Il y a des distributions plus ou moins standards, normales de performance. Alors, il y a les entreprises s'en éloignent de plus en plus, mais, il y a quelques années, on avait tendance à dire, bon, bah, si on a 4 ratings de, en dessous des attentes à, c'est une star, il devait y avoir, moins de 5 en dessous des attentes et au niveau star, environ 60 qui atteint les attentes et environ 20 qui est au-dessus des attentes. Mais donc c'était, on va dire, une distribution normale. Donc déjà ça permet de plus ou moins prévoir le budget en fonction, bah, des équipes qu'on a et de la projection qu'on peut faire. Donc on peut faire des pré-calibrations avec les managers avant une revue de performance pour avoir un peu une idée de ce qui va se passer. Cela dit, si on a aujourd'hui 60 de son équipe qui est, au-dessus des attentes ou largement au-dessus des attentes, c'est aussi qu'il y a un problème parce que normalement, même si on ne suit pas la courbe exactement, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas normalement dans le process a priori. Ça c'est la 1re étape, et ensuite on va pouvoir, réajuster tout ça en fonction de la perf review qui aura été réellement faite, pardon, pendant le process de revue des salaires, justement en ayant une certaine soit une marge d'ajustement, même si on a un système avec une matrice comme on vient de la montrer, ça empêche pas d'avoir des ajustements manuels, donc de faire beaucoup d'allers-retours finalement avec les managers pour dire: «Voilà, aujourd'hui, en fonction de la performance de ton équipe, les augmentations que je te suggère, parce que le budget qu'on a s'étend et parce que, bah, au global, voilà comment on a distribué ce budget-là». Mais du coup, de laisser la possibilité au manager de dire: «Pour X ou Y raison, je pense que cette personne devrait avoir plus ou moins», mais en tout cas de réajuster et de finalement, répondre aux besoins quand même. Un des besoins aussi de cette, revue de salaire qui va être la rétention et la reconnaissance des talents. Donc il y a un peu de préparation, je pense, pour éviter le biais et ensuite aussi un côté d'ajustement, de ne pas être trop rigide, on va dire, par rapport à ce qu'on aura prévu. Hem, Ça permet tout ça permet finalement d'être assez flexible, de se laisser peut-être aussi une marge d'ajustement au début quand on fixe le budget, de garder alloué, u un pool du budget à des ajustements et cetera. Mais donc finalement, ça passe par, ouais, beaucoup de calibration et beaucoup d'échanges avec les managers, je pense. Ouais, Valentin, je sais pas si tu as d'autres points de vue très sur le sujet? Non, j'avais pas grand-chose, à ajouter, si ce n'est oui, c'est vrai qu'avoir ce qu'on répète, hein, c'est-à-dire qu'avoir, un système un peu carré, peut-être avoir des grilles, bah, ça aide justement à ne pas être biaisé et puis évidemment, voilà, on peut demander toujours, bah, on peut toujours parce que les employés vont être amenés de toute façon à se comparer entre eux et dire: «Mais pourquoi un tel est plus payé que moi?» et cetera et donc forcément si on a des, critères objectifs, ça évite les biais. Ouais, tout à fait. L'outil qui permet cette visualisation-là, en l'occurrence, c'est Figures. Mais après, ça peut aussi très bien se faire sur un fichier Excel. Enfin, concrètement, nous, on l'a créé dans Figures pour plus avoir à le faire dans des fichiers Excel parce qu'on l'a beaucoup fait, par le passé. Mais donc en gros, ça va vraiment partir du principe qu'on a, un budget, enfin, une masse salariale, un budget à allouer aux revues de salaire, et en fonction de la performance, la distribution de la performance, de l'allouer de manière égale en prenant en compte soit, les 2 critères encore une fois de performance et de positionnement par rapport au marché ou par rapport aux grilles de salaire si on en a créé, et de pondérer aussi, juste de dire: «Bah, moi j'ai envie de plus prendre en compte l'équité sur le marché ou j'ai plus envie de prendre en compte la performance» et donc de pouvoir, ajuster sa matrice, de manière proportionnée, on va dire, en fonction de ces critères. super. Eh bien, on va continuer sur, la dernière partie qu'on avait envisagée, c'est de comment naviguer des conversations difficiles, donc par rapport, voilà, à la rémunération, à une augmentation de salaire, à différentes perceptions, dans cette conversation. Et quelles sont les meilleures manières, même s'il y a des techniques, en tant que manager ou en tant qu'employé, pour pouvoir, en parler, d'une manière, transparente et sans conflit? Ouais, bon, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais pour moi, la clé de tout ça, c'est la transparence, c'est une clé pour ces conversations-là. Parce qu'au final, plus les salariés avec qui on discute sont
informer sur comment tout ça fonctionne, sur, sur le contexte, comprendre d'où ça vient, pourquoi, comment ça a été calculé et cetera, plus ça leur semblera juste, et moins il y aura de challenge derrière. Donc, au final, au mieux ils comprennent tout ça, au plus la discussion sera fluide et sera vraiment axée sur ce qui est important. Encore une fois, c'est comment ils font pour s'améliorer, comment ils font pour évoluer en termes de niveau si on parle de performance, évoluer en termes de rémunération si on parle de leur évolution, dans les grilles. Donc, voilà, plus ils ont une vue exhaustive de ce qui se passe, plus la discussion sera simple. Pour moi, c'est vraiment, après ça ne veut pas dire qu'il faut tout communiquer, ou tout de suite, parce qu'il y a des étapes clairement dans la mise en place de la transparence. Typiquement, la matrice qu'on a montrée tout à l'heure, c'est pas nécessairement quelque chose que toutes les entreprises vont vouloir montrer dès le début, mais petit à petit, encore une fois, si le système est bien construit, il y a pas de raison de ne pas le partager, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, moi, voilà, justement, c'est quelque chose que j'avais découvert. Alors, bon, habituellement, c'était toujours des conversations informelles que j'avais connues dans d'autres entreprises où j'avais pu travailler, mais c'est vrai que depuis que j'étais arrivé à Factorial, en fait, on pouvait voir, en fait, que nos entretiens de performance, en fait, et revenir dessus et regarder, en fait, comment on s'était évalué, comment on avait été évalué. Et donc là, ça permet également, voilà, de visualiser assez facilement. On peut même avoir un petit graphique qui nous dit, bah, voilà, sur ce compétence-là, vous étiez à 3, maintenant vous êtes à 4. Et donc, c'est hyper transparent, en fait, vis-à-vis du salarié qui peut se visualiser, en fait, où il en est dans la projection qu'il veut avoir. Et puis dernièrement, un autre outil qui était, assez sympa, en fait, c'était par rapport au one-to-one dont on parlait tout à l'heure, en fait, qui nous permet justement de suivre un peu plus au quotidien sur certains petits aspects, certains de ces points-là. Bah, c'était justement quelque chose qui nous avait permis, bah, notre logiciel, c'était justement de, prendre des notes, en fait, et parler de certains points. Et donc les notes dont parlait le manager et les notes de l'employé. Donc là, évidemment, bah, je pourrais me dire de semaine en semaine, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Qu'est-ce que je vais pouvoir reprendre, et cetera. Donc qu'on les mette là ou qu'on les mette ailleurs, évidemment. Mais après, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on peut assez facilement les transférer ensuite dans la partie, entretien de performance et pour le salarié, pouvoir les retrouver. Donc ça, c'est vraiment un super outil, pour les entreprises de toute taille d'ailleurs. Ouais, c'est important pour, c'est ça, rester, en dehors, du côté, émotionnel pour, encore une fois, mettre un cadre et avoir des processus, clairs et structurés. Donc on a une autre question de Anaïs. Est-ce qu'il faut, toujours annoncer les promotions des collaborateurs? Est-ce que, c'est quelque chose qu'il faut partager? Ça peut, provoquer de la jalousie ou autre, ou ça peut motiver, inspirer? Hem, Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne question et je suis pas sûre qu'il y ait une réponse parfaite ou en tout cas qu'on puisse dire: «Est-ce qu'il faut toujours les annoncer ou pas?» Je pense que ça dépend beaucoup, encore une fois, de la culture de l'entreprise, du niveau de transparence. Parce que, par exemple, c'est difficile d'annoncer une promotion quand déjà les gens ne connaissent pas les niveaux des uns des autres. Et il y a plein d'entreprises où finalement les gens connaissent leur propre niveau, mais ils savent pas nécessairement que leur collègue, il est, senior, junior ou quoi que ce soit. Donc, ça peut un peu compliquer, potentiellement la communication. Personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose de les communiquer, dans la mesure où elles sont communiquées avec du contexte, encore une fois. Juste de dire, «Bravo Valentin, tu as été promu», super, ça fait plaisir, hein, tout le monde va être content et va féliciter Valentin, mais en même temps, c'est encore plus puissant si on explique pourquoi il a été promu. Qu'est-ce qui a été fait, comme accomplissement pour en arriver là? Quelle est la prochaine étape et cetera? Donc le plus on va donner de contexte, je trouve le plus ce sera, impactant, parce que pour moi, le but d'annoncer les promotions, c'est vraiment, bah, de donner de la reconnaissance à la personne et d'aussi montrer un exemple, aux autres et de dire: «Bah, voilà, c'est pas un mythe, d'avoir une promotion, c'est possible, et cetera. Donc ouais, je dans l'idéal, je pense qu'il faudrait les annoncer, mais c'est pas toujours évident. À 100 d'accord. C'est vrai que nous, en interne, on a l'habitude de les annoncer, alors pas avec toute l'entreprise évidemment, mais au niveau de notre équipe pour justement, bah, créer un lien, que les équipes soient un peu plus soudées en disant: «Bah, tiens, il y a bravo à untel, d'être arrivé à cette position-là» et puis en expliquant exactement aussi, bah, pourquoi cette personne-là est arrivée à ce niveau-là et aussi c'est pour éviter de créer la surprise que les personnes la prennent par elles-mêmes et que, bah, il y a peut-être un nouveau manager, une nouvelle structure, une nouvelle organisation et donc là, c'est vrai que, bah, ça aide justement à créer cette cohésion-là dans l'équipe d'être assez transparent, en termes de promotion et Ouais, montrer tout aussi à que les fait. choses bougent. On peut être promu. Ouais, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup à tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser dans le chat.
On a encore une petite minute voilà, pour répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas aussi à répondre au questionnaire qui est mis en ligne. Normalement, vous pourriez aussi y accéder. Et donc, j'espère que cette conversation a été intéressante et enrichissante. Et n'hésitez surtout pas aussi à revoir le webinaire en replay si vous avez voilà, des doutes et que vous voulez revoir ce qui a été dit. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté le webinaire et on se reverra sinon dans un prochain webinaire, une prochaine fois. Et voilà. Merci Victoria, merci Valentin. Merci à tous, Merci à passez une bonne journée. tous. Merci à tous. Au revoir.